Bonjour professeur Ranou, pourriez-vous nous définir déjà ce qu'est le Covid long? La définition du Covid long aujourd'hui est une définition, on va dire, académique et qui est en fait, c'est essentiellement l'HAS et puis les sociétés savantes. C'est une symptomatologie persistante à distance d'un épisode aigu de Covid, alors que toute infection virale est considérée comme, on va dire, résolue et qui se manifeste essentiellement par des symptômes respiratoires, de la fatigue, des symptômes également neuropsychologiques. Donc le diagnostic, il doit être posé par un médecin, c'est un diagnostic médical, pour pas qu'il y ait d'estimation, de surestimation ou de sous-estimation, les deux. Et une fois que le diagnostic est porté, en fait, aujourd'hui, notre arsenal thérapeutique, il est quand même essentiellement non pharmacologique et donc axé sur la prise en charge par le kinésithérapeute qui est au centre en fait de la prise en charge. Finalement, dans cette pathologie, le kinésithérapeute va traiter deux aspects principaux. Le premier qui est la fatigue, et grande fatigue parfois, et du coup toute la réadaptation à l'effort avec toute la complexité de doser le niveau de rééducation pour ne pas provoquer trop de fatigue et en même temps avoir un effet seuil suffisant pour que la rééducation serve à quelque chose. Le deuxième grand chapitre, c'est tous les syndromes respiratoires avec la dyspnée, qui est le premier, l'hyperventilation, mais aussi des syndromes respiratoires non corrélés avec l'activité physique sur lesquels le kinésithérapeute peut avoir un intérêt et un impact en rééducation. Xavier Dufour, on a parlé surtout de clinique jusqu'à maintenant, et bien évidemment, comme toute thérapeutique, la prise en charge en kinésithérapie n'échappe pas à l'évaluation. Donc, en tout cas, pour la première partie, c'est-à-dire le syndrome de fatigue, qu'est-ce qu'on conseille pour pouvoir évaluer le patient à un instant T et surtout pour pouvoir évaluer la thérapeutique et donc l'amélioration ou non du patient. Globalement, il est recommandé dans la littérature aujourd'hui 2 échelles et un test. L'échelle de Shelder, qui va avoir pour intérêt de mesurer, d'évaluer cette fatigue, mais pas à un instant T, plutôt dans la globalité. Alors c'est son point faible, et en même temps son point fort, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'évaluer la fatigue plutôt dans le temps et pas à un instant T très précis. Le deuxième test qui est proposé, c'est le test assis debout, où nous allons mesurer le nombre de fois où le sujet est capable de se lever d'une chaise sans prendre appui sur cette chaise dans une durée de 30 secondes. Et le résultat est à interpréter en fonction de l'âge et du sexe, et du coup va pouvoir nous donner ainsi un chiffre et de pouvoir comparer avec des abacs. Le dernier point, c'est l'échelle de Borg, qui est une échelle visuelle, analogique, d'évaluation d'une pénibilité. On l'utilise ici dans le Covid long, on l'utilise dans d'autres secteurs, notamment pour évaluer la pénibilité du travail, mais on pose une question à la personne. Après telle activité, est-ce que vous estimez, est-ce que vous ressentez que cette activité est très difficile, moyennement difficile, modérément difficile, pas difficile, facile. Et finalement, cette échelle nous permet de donner une évaluation, d'avoir une donnée à un instant T, d'avoir quelque chose de comparatif dans le temps pour cette personne et d'avoir un premier état et ensuite de pouvoir avoir des évaluations successives qui permettent d'évaluer, de quantifier finalement la progression du patient dans le temps. On vient de parler de la fatigue. Et puis il y a un deuxième grand groupe de déficiences, c'est les déficiences cardiopulmonaires. Et donc comme pour la fatigue, il va falloir les évaluer. Donc qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui pour pouvoir une évaluation ponctuelle, mais aussi au cours du temps pour pouvoir évaluer l'amélioration du patient et bien évidemment l'effet des traitements développés par le kinésithérapeute. Tout d'abord, professeur Ranou, on retrouve finalement ces échelles de dyspnée
qu'on connaît déjà en rééducation respiratoire, avec finalement 0, aucune gêne respiratoire, jusqu'à 4, avec finalement un essoufflement dès le repos. Et donc ça, c'est quand même le premier critère que nous posons pour évaluer cette dyspnée. Et pour le syndrome d'hyperventilation, qu'est-ce qui est proposé comme échelle d'évaluation? Alors il y a l'échelle de Nijmegen qui finalement à partir de 16 items va permettre de définir une incapacité à inspirer profondément, des sensations de fourmillement dans les doigts et donc avec tous ces items posés, un score de 23 sur 64 rend le test positif et montre finalement une hyperventilation du sujet qui ne se traitera pas de la même manière que la dyspnée et impliquera une rééducation respiratoire spécifique. Alors Xavier Dufour, on a vu que le traitement en fait, du Covid long, en tout cas une grande partie du traitement, est un traitement non pharmacologique avec donc le kinésithérapeute qui est au centre de cette prise en charge. Et tout d'abord, quelles sont les précautions que doit absolument prendre le kinésithérapeute, je le rappelle, c'est de la kinésithérapie en ville, donc il est dans son cabinet, seul avec son patient. Quelles doivent être les précautions à prendre? Alors comme toute rééducation, elle doit commencer évidemment par un bilan et diagnostic, diagnostic qui est médical, mais un bilan kinésithérapique qui vient compléter et qui cherche vraiment à évaluer l'état du patient pour pouvoir derrière lui proposer la rééducation la plus adaptée et la plus spécifique possible en fonction de son niveau de dyspnée et de surveiller finalement l'apparition de signes complémentaires que sont l'hyperventilation et la fatigue, en précisant qu'il peut très bien avoir ce syndrome pendant la rééducation, mais aussi parfois quelques heures après. Donc finalement, c'est de pouvoir demander au patient, après la séance de la dernière fois, comment cela s'est-il passé et de rester prudent. D'un autre côté, il faut rassurer le patient en lui disant que ce sont des signes connus, des signes relativement prévus et que s'ils arrivent, ils ne sont pas très graves pour autant, qu'il faut y prêter attention, que nous devons, en tant que kiné, ajuster le bon niveau. Mais le point important, c'est de rassurer le patient aussi qui a vraiment cette crainte finalement et se dire « Ah, c'est que la pathologie revient, c'est que ma pathologie s'aggrave et tout ». Non, c'est d'avoir ce côté finalement rassurant où on lui dit les choses honnêtement et loyalement. Oui, je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un certain nombre de ces patients ont eu cette expérience, notamment réanimatoire, donc ils savent ce que c'est que de se retrouver dans une situation respiratoire compliquée. Et donc on peut imaginer bien évidemment que ça puisse les inquiéter d'avoir cette dyspnée ou des adaptations à l'effort. Maintenant, concernant les troubles cardio-respiratoires, quels sont vraiment les deux points de vigilance que le kinésithérapeute doit absolument évaluer au début, pendant et à la fin de chaque séance? Ces deux points sont relativement simples, c'est l'hypotension d'un côté et la tachycardie de l'autre. Donc malgré tout, deux paramètres relativement faciles à mesurer et à objectiver pour un kinésithérapeute. Et donc tout au long de sa rééducation, il devra avoir des moments de surveillance qui peuvent être très chiffrés ou juste l'observation clinique qui nous donne déjà quand même des indicateurs. Mais vraiment, l'hypotension et la tachycardie sont les deux paramètres majeurs à mesurer en continu dans la rééducation de notre patient. L'objectif global de la rééducation dans le syndrome du Covid long est finalement de redonner au patient ses activités de la vie quotidienne dans un premier temps, de pouvoir lui redonner la marche, la montée, la descente des escaliers, de pouvoir vraiment reprendre ses activités quotidiennes et ce, le plus vite possible. Pour cela, nous allons avoir énormément d'activités possibles, du champ même de la réadaptation cardio-respiratoire que nous connaissons par ailleurs.
L'un des premiers points, ça va être de pouvoir régler avec lui son hyperventilation par des techniques de ventilation dirigée, alors que le patient a une ventilation plutôt rapide à type d'hyperventilation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, refaire finalement, voilà, une ventilation avec une fréquence proche de 20, voire supérieure à 20 dans certains cas. Le premier but du kinésithérapeute, ça va être de l'aider à retrouver une ampliation thoracique plus importante, de retrouver des volumes respiratoires plus importants et de pouvoir apprendre au patient à guider cette respiration et à la contrôler. Alors évidemment, là, le sujet se prête à l'exercice. Dans les formes sévères, eh bien, il est beaucoup plus difficile d'obtenir le résultat escompté. On peut demander au sujet d'utiliser ses propres mains pour sentir lui aussi finalement la respiration, de pouvoir guider cette respiration avec ses mains pour petit à petit lui permettre de réaliser la technique tout seul. Avant de vouloir passer à la rééducation à l'effort, il faut être sûr et s'assurer que la rééducation de l'hyperventilation, que le réglage de l'hyperventilation est à peu près réalisé. Une fois que ceci est fait, alors nous pouvons passer à la rééducation à l'effort. Nous avons un certain nombre de tests comme le Up and Go test, comme le fait assis, debout, s'asseoir un certain nombre de fois dans une période de 30 secondes, encore une fois avec le besoin de corréler le résultat à l'âge et au sexe du patient que nous avons. Dans les possibilités, nous avons aussi le test de marche de 6 minutes, où, rappelons-le encore une fois, il est capital de mesurer la fréquence respiratoire et de mesurer la tension artérielle avant le test et au cours d'une séance qui peut être un peu longue, de pouvoir gérer en fonction des paramètres que vous allez trouver. Notez qu'il n'est pas rare d'avoir des phases de repos plus longues que les phases de travail, tout simplement pour que le sujet puisse récupérer et du coup arrive à gagner progressivement, mais tout en gérant des phases de repos suffisantes. Évidemment, ensuite, nous pouvons avoir énormément d'autres activités comme du vélo, le tapis de marche. En tout cas, tout est possible pour le kinésithérapeute libéral ou tout simplement de pouvoir faire marcher son patient dans la rue ou parfois dans un grand couloir d'immeuble là où vous pouvez éventuellement travailler. Précisons qu'il y a un certain nombre de tests qui évaluent aussi les fonctions cognitives du patient et nous savons que certaines formes de Covid peuvent malgré tout toucher certaines fonctions cognitives ou aussi parfois des tests pour évaluer la préhension et la force de préhension au niveau de la main, certains patients ayant des formes neuropathiques ou neuromusculaires qui méritent d'y prêter attention. Le test de l'équilibre unipodal est aussi un test à réaliser. Certains patients arrivent à avoir vraiment des troubles de l'équilibre unipodal. Dans ce cas-là, la rééducation pourra se faire à travers une rééducation active et une rééducation proprioceptive pour pouvoir améliorer les capacités du patient et ainsi obtenir l'objectif final qui est de retrouver ses activités de la vie quotidienne. Parallèlement, en plus de tout cela, le kiné a un rôle majeur dans le fait de rassurer le patient, le fait de le guider, de l'orienter. On a évoqué cette logique de choc post-traumatique, patient qui s'est potentiellement retrouvé en réa, intubé, ventilé et qui, au moindre désordre respiratoire après, à la moindre hyperventilation, peut être en panique. Il est aussi de notre rôle de kinésithérapeute de le rassurer, de lui dire que ça fait partie finalement des suites connues et logiques du Covid long et de pouvoir l'informer qu'il ne doit pas s'inquiéter outre mesure à chaque hyperventilation et que finalement c'est en apprenant à vivre avec et en régulant progressivement les choses qu'il va réussir à retrouver une qualité de vie.